Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live de l'été et nous allons répondre à des questions en compagnie des ateliers Gordon concernant la rentrée des classes. N'hésitez pas à nous déposer vos commentaires. Avant cela, nous allons faire la question habituelle, c'est-à-dire est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Alors, je viens d'inviter Gabriel qui devrait nous rejoindre d'ici peu. Hello Gabriel, Hello Gabriel. Hello Jean-François, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Très bien. Alors, on doit être trois normalement sur ce live, je crois. Oui, Euh, Quel est Audrey, donc Audrey le troisième profil Moutardier. Instagram? Alors, est-ce que elle peut faire un signe pour nous rejoindre? Ce sera sympa. Donc, ce serait Audrey Moutardier. Moutardier. Ok, Alors, c'est tout attaché. elle est invitée. Oui, Donc, normalement, ça devrait être bon. super. Alors, nous allons répondre à vos questions par rapport à la rentrée. Bonjour Audrey, Ah, bien, bienvenue. merci. Alors, bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas si on nous a répondu par rapport au fait qu'on m'entende bien ou qu'on me voit bien, et du coup qu'on nous voit tous et qu'on nous entend bien tous. S'il vous plaît, si vous pouvez nous faire un petit signe pour nous dire si c'est OK pour vous. On dirait que c'est bon. Alors, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez déjà des questions sur la rentrée des classes? Je m'adresse donc à tous les fans de la page. Est-ce que vous avez déjà des questions actuellement, des inquiétudes? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va y répondre avec l'approche Gordon. On a la chance d'avoir effectivement deux ambassadrices de la méthode Gordon aujourd'hui. Je vais d'ailleurs les laisser se présenter, s'il vous plaît. On commence par qui vous voulez, Audrey ou Gabriel. Vas-y, Gabriel, je te laisse. J'allais te dire à toi l'honneur. Euh, moi, j'ai trouvé avec les ateliers Gordon un peu ma maison. Je me suis formée à plusieurs approches, la communication non violente, la discipline positive que je pratique aussi beaucoup. Je forme, j'accompagne des parents et puis aussi des professionnels de l'enfance, pas mal dans les crèches. Et puis d'ailleurs avec Audrey, on va dans les écoles aussi auprès de jeunes directement et d'enseignants. Et on va dire que mon credo, c'est un petit peu ce qui a marqué en dessous des ateliers Gordon, c'est au cœur de la relation. Voilà. D'accord. Merci. Audrey? Oui, donc moi, c'est. Alors, j'ai deux casquettes. Je suis thérapeute de couple au cabinet. Ça coupe un peu. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si Gabriel, tu entends aussi couper de ton côté. Un petit peu. Oui. La connexion n'est pas optimale. Ah oui. Ça continue. Je vais essayer. Ah. On a perdu Audrey. Que là, c'est Ah, Hmm. Ça coupe toujours. bon. Oui. Euh, Comment je peux faire ça? Je vous laisse continuer. Attendez. Oui. Ouais. Dans ce Je cas-là, on va présenter, mais je continuer. pense que c'est mieux. Oui. Ouais. Ok. Très bien. À tout à l'heure, du coup. À tout à l'heure. Oui, donc la rentrée, je voulais dire, moi j'ai trois enfants aussi, et donc la rentrée, c'est un thème qui me parle particulièrement en D'accord. fait, parce que on est là en vacances, et puis je sais que les vacances, là je le vois, hein, c'est pas de tout repos pour les parents. Mhm. Euh, J'en fais partie aussi, hein, c'est quand même un temps où alors ça dépend si on a un ou cinq enfants, mais dans tous les cas, c'est un temps qui est différent. Et puis là, on va être dans un temps de transition Oui. complètement vers la rentrée. C'est, c'est quelque chose qui peut créer des émotions chez les enfants, Bien sûr. chez les parents aussi, bien sûr. Moi, je vois quand on parle de la rentrée, les enfants, ils se mettent déjà dans une posture qui est un peu différente. Oui. Voilà.
Et on a une question justement. On va pouvoir aborder cette histoire de transition. Donc mon fils de 11 ans, c'est Marlène qui nous pose cette question. HPI et troubles anxieux. Entre en cinquième et stresse déjà. La rentrée sixième a été très compliquée l'année dernière. Comment l'aider pour cette année? Alors là, on est vraiment dans un cas d'anxiété relatif à une expérience et à un passé qui est assez douloureux, on va dire, pour l'enfant et pour le parent aussi, puisqu'il doit s'inquiéter aussi pour son enfant. Comment tu accompagnerais ce parent et du coup ce préado donc de 11 ans par rapport à ça? Qu'est-ce que tu préconiserais? Alors, déjà, je voulais juste faire une toute petite mise au point, c'est qu'avec Gordon, on n'est pas dans des outils qu'on applique un petit peu des recettes. Moi, en ayant voulu moi-même me former parce que je m'inquiétais, je me posais des questions, je doutais, je lisais énormément de choses sur l'éducation positive, et puis je me disais, en fait, finalement, j'ai beau lire et relire et tout ça, parfois dans ma posture, ça coince, Hmm. parfois, et je me disais pas forcément dans ma posture, je me disais parfois ça coince, tout simplement, ça vient d'où? Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant chez Gordon d'aller nous permettre de mieux décrypter ce qui se passe avec des outils assez simples, mais comme on a coutume de dire, vraiment pas simplistes, parce que dès qu'il y a de l'humain, qu'il y a de la relation, bah, c'est complexe. Donc on ne peut pas souvent donner une seule recette. On peut venir accompagner et répondre aux gens, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que de comprendre que ça peut être à plein de niveaux qu'on peut intervenir, c'est vraiment intéressant, nuancé. Et dans ce Oui, monde, je pense qu'on a besoin de nuances et de compréhension de ce qui se joue. exactement. Alors, par Alors, je le dis exemple, souvent, hein, il n'y a pas de recette universelle en effet, mais les ateliers Gordon, ce sont des outils auxquels on peut accéder, des outils pour lesquels on peut être formé. Ils ne remplacent absolument pas un suivi au niveau psychologique ou au niveau médical. Hein. Donc, simplement, ça peut faciliter les choses et les interactions au quotidien. Notamment, ça peut nous aider, et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez Gordon, c'est cette écoute personnelle déjà, et cette écoute pour notre environnement, parce que ben, on a l'impression qu'on sait ce que c'est l'écoute, mais en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que on sait pas bien ce que c'est qu'écouter. Par exemple, dire à un enfant n'aie pas peur, ou encore bah, je vais te conseiller de faire ça. En fait, on n'est plus dans les, on est déjà pas dans l'écoute quand c'est comme ça. On n'est pas dans l'écoute. On a déjà préparé notre réponse et en fait, on est peut-être même en train de projeter nos propres solutions, nos propres inquiétudes sur l'enfant, alors qu'en fait, il a juste besoin souvent qu'on prête une oreille attentive sans forcément donner de conseils. Voilà. Donc là, par exemple, donc pour le cas de Marlène, c'est euh, c'est pas notre qu'est-ce que tu... habitude, hein. Parfois, les gens disent c'est pas naturel. Moi, je dis c'est vraiment Oui. pas habituel. En tout cas, c'est pas une habitude et on peut se déshabituer à réhabituer. Mais comme tu le dis, je pense que presque 100% ou je sais pas 90% des gens disent mais je sais écouter, je fais que ça. Et en fait, quand on apprend ce qu'est l'écoute, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'avec l'approche Gordon, je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'on remonte au niveau du besoin. Comme tu le disais, on n'applique Mhm. pas une solution toute faite. On vient du coup vraiment permettre à l'autre de s'aider Oui. lui-même et on devient parent aidant. Et donc, comme tu le disais si bien, l'écoute, ça commence par soi. Et puis, on est ensuite disponible pour écouter l'autre, pour écouter notre enfant, mais ça peut être notre conjoint, ça peut être bien sûr d'autres membres de la famille, des amis. Ce qu'on apprend avec un enfant, qui est un être humain, on Oui, l'applique à tous les autres êtres humains et dans la relation en général. On peut c'est comme ça. ça transposer, même au boulot. Et alors, Marlène qui nous dit, et c'est vrai que souvent, on a quand même l'entrée au collège qui est un moment stressant pour les enfants. Il y a beaucoup de phobies scolaires qui se développent en sixième, et quand on se dit, on va revivre en cinquième ce qu'on vit en sixième, il peut y avoir beaucoup de stress. Et tu as raison, enfin, je pense que tu l'as souvent dit, je te suis beaucoup, donc voilà, je vois à quel point ça vient questionner nos peurs, nos angoisses de parents, nos émotions de parents par rapport à notre propre rapport à l'école. Donc il y a déjà un petit travail de débroussaillage à faire sur ce que ça génère comme émotion Oui, chez nous. Et puis ensuite l'autre, ça va pas être nous, c'est-à-dire notre enfant. Il va peut-être que nous, on est très anxieux, on se dit, il est comme sa mère, il est comme son père, etc. Mais non, il ne reproduit pas. L'autre est autre, l'autre est distinct. Et il va falloir se mettre à l'écoute. Il va falloir, si on le veut, si on veut pratiquer l'écoute, si on veut permettre à l'autre de s'aider, et puis d'aller faire vraiment le point entre, et ça c'est, tu l'as très bien dit parce que tous les lives qu'on a fait, Gordon, cet été l'ont bien dit, à qui appartient le problème. voilà. Alors Et commençons c'est là, par là, et si tu veux bien. Parce commençons que par il là. y a une deuxième question qui rejoint la première de Marlène. Donc Valérie qui nous dit bonjour, déjà merci pour tous vos conseils et partages. Mon fils va rentrer en sixième et j'appréhende, donc c'est bien, c'est un message jeu, ce nouvel environnement, mais aussi potentiellement le harcèlement. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Voilà. Donc effectivement, à qui appartient le problème? Commençons par là.
C'est ça. Les choses s'intriguent, s'entremêlent. En fait, bien sûr que l'enfant, là, il a une émotion négative et ça Est-ce se... qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait? Alors, Enfin, bien sûr, tu dis bien oui, sûr, mais en fait, on ne sait pas, en je fait. repartais sur le premier cas. Tu as complètement raison. La deuxième question, on ne le sait pas. Le premier cas, on a un enfant qui entre en cinquième et qui appréhende. Peut-être qu'il y a une contagion émotionnelle du parent. Dans le Oui, deuxième cas, la maman dit je pense que c'est une maman, je ne sais oui, plus, je ne suis pas deux l'exemple en tête. mamans qui nous ont posé des questions. Je Oui, suis anxieuse. Et puis en fait, c'est génial qu'on ait fait autant de choses sur le harcèlement, qu'on ait autant été investigué, trouvé des solutions. Mais alors, on fait face aussi, c'est un peu le contre-pied de tout ça, c'est que avant de trouver un équilibre, on a beaucoup, maintenant qu'on arrive à mettre des mots, à voir qu'il y a du harcèlement scolaire, on a plein de parents bah, qui aussi ont besoin d'ajuster leur posture parce qu'ils peuvent créer, rajouter une couche avec leur angoisse qui est tout à fait légitime ou leur vécu de parent qui est stressé. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à ces questions pour voir ce qu'on peut faire pour oui, aider. Donc là, c'est très clair. J'appréhende. La maman, elle fait le point, j'appréhende. Et là, elle est en train de ressentir une émotion de peur. Et la peur, ça va de la oui. petite appréhension à... voilà, dans toute émotion, il y a une gradation. Donc déjà, on va faire des Voilà. pauses parce que toi, tu as l'habitude, mais c'est vrai que les émotions, on en parle beaucoup, mais on pratique peu. Donc déjà, être conscient en tant qu'adulte, en tant que parent, que là, on ressent de la peur. Je ressens de la peur par rapport à cette situation. Ça, c'est mon émotion, elle m'appartient. Et peut-être que notre enfant, et on va pas rentrer dans des conjectures ou autres, mais peut-être que pour l'enfant c'est différent. Il a peut-être des peurs différentes. Il a peut-être aussi de la colère, et il a peut-être aussi une peur qui va s'incrémenter justement par rapport au fait qu'il sent que son parent est inquiet. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre la responsabilité de nos peurs et de nos émotions, sans forcément les imposer à nos enfants dans un premier temps. Et ce travail, il se fait avec nous-mêmes dans un premier temps, pas en l'exposant aux enfants. Donc C'est ça. moi, qu'est-ce que je ressens? On peut même mettre par écrit, quand on fait nos ateliers, au bout d'un moment, on apprend à dépolluer. Alors ça, c'est plutôt dans les Oui, situations de conflit. Mais c'est très intéressant quand on ressent une émotion, voilà, là, de peur. Comme on l'a dit dans les précédents lives, on est dans le rouge parce qu'on a un peu cette vision assez imagée de dire que quand on ressent une émotion très très forte, on n'est plus dans le vert, dans la sérénité, dans la neutralité, on est dans le rouge. Donc ça, c'est une façon qu'on a de parler chez Gordon. Donc on peut aller écrire et on peut même, pourquoi pas, aller questionner qu'est-ce que moi, à quelle chose de mon enfance, de mon adolescence, de mon vécu d'élève en tant que parent maintenant, à quoi ça me renvoie. Mettre les choses par écrit, ça permet de prendre un peu de distance. On peut aussi se faire écouter parce que à partir du moment où on veut écouter plus tard notre enfant, c'est super d'aller se faire écouter aussi par quelqu'un qui aurait oui. envie, même une bonne copine qui aurait envie de nous écouter, mais vraiment de nous écouter pour qu'on puisse avancer un peu sur pourquoi je suis tellement stressée par rapport à la rentrée. Donc notre expérience personnelle, déjà, c'est important. Mais alors du coup, on reste en vase clos, c'est-à-dire que, alors pas vase clos, mais avec un professionnel, c'est-à-dire que notre enfant n'est pas dans le duo quand c'est comme ça, ou est-ce qu'on va lui dire, bah tiens, alors voilà, bah, j'ai compris pourquoi j'avais tellement peur par rapport à la rentrée. Alors je vais t'expliquer, si tu veux bien, on va peut-être demander à l'enfant, si tu es d'accord, je vais te raconter ce que moi j'ai vécu. Est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce que ça va rajouter un problème supplémentaire à l'enfant, c'est-à-dire, ou est-ce que vraiment ça peut donner du sens à l'enfant, il peut se dire, ah bah ça y est, j'ai compris pourquoi mon parent était inquiet en fait. J'adore toutes ces questions parce qu'il n'y a pas de bonne réponse et puis ça va dépendre de tellement de facteurs. C'est-à-dire si on arrive à être pas dans quelque chose qui vraiment écrase l'enfant de sa propre peur, je pense que c'est bien ce qu'on apprend avec Gordon, c'est être assez authentique. Parce que si c'est du temps long et que tu commences à te dire, je vais d'abord, alors en plus on n'a pas forcément le loisir, l'argent, l'énergie d'aller voir un professionnel, alors est-ce qu'on a la bonne copine ou le beau copain qui écoute, ça reste à... Voilà. Donc si tu es dans un temps comme ça long et que tu parles pas à ton enfant, mais il va le sentir, ton inquiétude, Ok. il va vraiment percevoir ça. Donc je pense que déjà mettre des mots même face à notre enfant, ça va nous permettre nous-mêmes de nous écouter, nous-mêmes, en le disant. Donc on peut tout à fait dire à notre enfant, tu vois, là, il y a la rentrée. Ah, je me rends compte que moi, ça me met déjà dans tous mes états. Mais peut-être que pour toi, c'est différent. Et puis moi, j'ai peut-être à faire un travail sur ce qui s'est passé de mon côté. Et donc là, on est en train de Oui. méta-communiquer, de communiquer sur pourquoi nous, on est un peu tendu, on fait les choses rapidement, un peu stressé, on a tout d'un coup les mâchoires qui se crispent, un regard différent. Ça, toute cette
on dit que 97%, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais de la communication est non verbale. Donc en gros, une grosse partie de ce qu'on communique, ce n'est pas forcément par les mots. J'espère qu'Audrey peut nous rejoindre. Eh ben, Je- j'ai toujours pas sa demande du coup, donc je ne sais pas si voilà, j'ai pas sa demande pour intervenir, donc D'accord. peut-être qu'elle n'a pas trouvé de solution encore, j'en sais rien. Ouais, d'accord, on va rester à l'écoute. Et donc, comme la communication, ça se sent, et on dit que les tout petits sont des éponges, c'est pareil avec des tout petits, mais les ados, ils le sentent aussi quand on est particulièrement tendu. Autant communiquer là-dessus avec notre enfant. Sans Ah, ça y est, Audrey. Ça y est, est-ce que Ah, vous m'entendez là? ah, Oui. mieux. Génial. Bon, je suis vraiment désolée pour l'incident Ok, technique. non, pas de souci, écoute, ça c'est arrive. super. On était en train de parler, je sais pas si tu as écouté. Bah oui, je vous Alors, suivais en même temps que j'essayais de résoudre le et, problème et, technique. et deux cas qui sont assez similaires dans le sens, c'est au collège, du coup, avec un historique qui peut causer de l'inquiétude aux parents, qui est le cas, c'est le cas d'ailleurs, hein, du coup. Donc comment arriver à passer au mieux cette situation et comment faire que chacun puisse trouver des solutions si besoin, sauf si l'écoute suffit, disons, mais s'il peut y avoir des solutions apaisantes dans cette situation-là. Voilà. Qu'en penses-tu? Et je suis Moi, sûre qu'Audrey, tu as de quoi alimenter. Donc la question que je posais, c'est est-ce que, et à laquelle a répondu Gabriel, est-ce que nous, en tant que parents, nous devons, enfin pas devons, c'est pas dans le sens il faut, hein, mais est-ce il est judicieux de partager notre expérience personnelle quand on sait qu'il y a un problème, il y a peut-être un blocage qui s'est enquisté parce qu'on a connu des expériences, par exemple au collège, qui n'étaient pas forcément réjouissantes, hein, même peut-être traumatiques. Est-ce que il est judicieux de parler de ces expériences-là à nos enfants pour enfin, s'ils donnent leur accord, leur consentement, disons, pour écouter cela, afin de leur signifier que nous avons compris pourquoi nous sommes inquiets et qu'en fait cette inquiétude nous appartient et qu'en fait, ben, eux ont probablement la leur, mais au moins, hop, on distingue déjà les deux. Mais est-ce que le fait de raconter nos expériences à nos enfants n'est pas une sorte de problème qu'on va leur léguer? alors il ne s'agit pas de raconter nos problèmes aux enfants en fait. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt de leur parler de nous, mais de leur parler de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je me sens par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et je suis pas obligée de rentrer dans les D'accord. détails en fait. Surtout, ça dépendra de l'âge de l'enfant, mais de lui dire, ben voilà, moi, mon expérience quand j'étais au collège, bah c'était pas super. Voilà, ou voilà, c'était compliqué d'avoir des copains, ou voilà. Donc je suis pas obligée de rentrer dans les détails. Par contre, juste de lui signifier que pour moi, c'était un moment compliqué dans ma vie et que donc aujourd'hui, eh bien, je projette un petit peu des choses, voilà, sans rentrer dans des mots compliqués ou quoi, mais Oui. au contraire, c'est extrêmement important pour que l'enfant comprenne bien que le problème, il est chez moi et que voilà, c'est pas chez lui le problème en fait, et qu'il peut, voilà, il a sa liberté. Je t'entendais Gabriel dire, voilà, nos enfants, bien évidemment qu'ils sentent les choses, ils héritent de nous, mais ils sont aussi très différents. Et donc, voilà, ma vie, c'est pas celle de mon enfant, et lui, il peut être Oui. très, très relax avec l'idée d'aller au collège, par exemple. Oui, exactement. Et est-ce qu'on peut parler de la notion de confiance par défaut? C'est-à-dire que finalement, quand on exprime notre anxiété par rapport à nos enfants, bah, ils peuvent aussi sentir ça comme un manque de confiance qu'on leur fait. Est-ce qu'on peut travailler sur cette notion de confiance, c'est-à-dire se dire, bah, par défaut, je fais confiance en mon enfant et, et je sais qu'on va trouver des solutions. D'ailleurs, c'est un peu ce que permet l'approche Gordon, parce que l'écoute et l'échange, et y compris les conflits gagnant-gagnant, permettent de gagner en confiance en soi parce qu'on se rend compte que des situations qui peuvent être difficiles à vivre bah, vont avoir leur lot de solutions. Donc ça vient aussi faire grandir cette confiance en soi, du coup. Donc est-ce qu'on peut plutôt que de se cristalliser autour de la peur et de l'anxiété, alors bien sûr, il faut la verbaliser, mais hop, basculer sur un autre segment, c'est-à-dire la confiance ensuite. Ou lui dire à l'enfant, clairement, je te fais confiance pour trouver des solutions. C'est Et ça. moi, à l'époque, peut-être que j'avais besoin d'avoir cette confiance-là qu'on m'accordait pas forcément, que je n'avais pas forcément, et ce qui m'aurait permis de sortir de ce genre de situation un peu mieux, quoi. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'approche Gordon, c'est qu'on n'apporte pas la solution sur un plateau. Oui, Voilà, et j'ai pas de demande en fait. Donc l'idée, c'est effectivement d'être, Gabriel le disait tout à l'heure, accompagnant, aidant. Donc l'idée, c'est effectivement, je pense que tu as les ressources. Voilà, mon enfant, c'est le message que je lui transmets, hein, tu as les ressources. Et par contre, bien évidemment que ça reste un enfant, donc il y a des moments où il va avoir besoin que je l'aide lui-même à trouver voilà, ses propres ressources ou à prendre conscience qu'il en a des oui. ressources. Voilà. Donc c'est vraiment ça le but de cette approche-là. Et là, Et alors si je là, peux on revient sur Marlène. Oui, pardon.
Oui, Parce oui, que, oui. pardon, un tout petit complément, c'est que en fait, à aucun moment le message j'ai confiance en toi, mais on coupe pas la relation. Tu pourras toujours venir me Oui, voir pour avoir une oreille. Et l'oreille, ça voudra dire de l'écoute et ça voudra pas dire ok, alors tu sais de quoi, tu vas faire ça, on va faire ça, etc. Ça va être ok, juste je t'écoute. Là, tu as ressenti telle émotion, là, tu as eu tel problème, etc. Et donc, c'est ce qu'on pourrait conseiller. Est-ce que c'est Marlène qui parlait du harcèlement? non, c'est pas D'accord. Marlène qui parle du harcèlement. Et la personne d'après pour parce qu'on pourrait tout à fait voilà se dire j'ai tout à fait confiance en toi et puis rester une oreille attentive parce que souvent moi j'observe un peu un C'est basculement. Valérie qui parlait du harcèlement. Ouais, D'accord, j'ai retrouvé. oui, Valérie. On observe parfois un basculement, c'est-à-dire que les parents ils se disent bah alors si je dois lui passer le message que il peut trouver tout seul, ça veut dire que je le laisse tout seul. Non. Non, on est là à côté en fait. On est là, on Ouais. écoute, on est dans la relation. Donc, tu es Et capable, le message, c'est tu es capable de trouver tu as des ressources en toi, le message. En fait, on peut le verbaliser, ça. Encore faut-il que le parent soit convaincu de cela. c'est Pas ça. le dire de manière pas authentique, ça marchera pas des masses, en fait. Donc, pouvoir justement se rappeler, et là, on en vient à ce cas-là avec Marlène, ce que son enfant réussit à déjà réaliser avec brio, disons, pour se rendre compte que des moments où il a été résilient, où il a réussi à dépasser des expériences difficiles, ben, ils sont là. Je dis ça parce qu'on a un biais de négativité dans le cerveau et qu'on a tendance un peu à tout voir en noir. Donc, effectivement, cette rentrée des classes avec son lot d'incertitudes peut activer chez nous une grande anxiété. Et en fait, on oublie un peu que il y a plein d'événements positifs dans le passé. Donc, je parlais de confiance, mais on peut aussi s'orienter dans ces bulles-là et se rappeler et rappeler à l'enfant, bah tiens, tu te souviens, là, tu avais ce problème de maths, là, bah tu as été persévérant pendant quelques heures et tu te souviens la joie que tu as ressentie quand tu as réussi à trouver la solution. Donc, je dirais, pour s'apaiser, il y a plusieurs façons. Donc, accueillir effectivement l'émotion, le stress, etc. Mais aussi évoquer une histoire que l'enfant a peut-être oubliée d'ailleurs, hein, parce qu'on est tous envahis par le stress, l'anxiété, pour se rappeler que bah, on peut avoir confiance parce qu'on a déjà mené à bien certaines expériences. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, c'est vrai que, en fait, quand on veut développer les compétences de nos enfants, parfois on dit compétences psychosociales, compétences de vie, soft skills en entreprise, mais en tout cas, c'est tout ce savoir-vivre et toute cette résilience, cette confiance. Et ben, c'est super de le verbaliser parce qu'on prend conscience, donc de les rendre explicites, de montrer là, tu viens de faire ça, ça, c'est la preuve de ta ténacité ou de ta créativité, donc le montrer. Et parfois, même presque, on peut le verbaliser, ça c'est vrai, mais je pense qu'avec l'approche Gordon, si on revient vraiment à l'approche Oui. Gordon, c'est ce qu'on fait sans le dire. C'est-à-dire, on n'est pas on peut bien sûr ancrer une compétence en disant là, tu en as fait preuve. Pour ça, les journaux de réussite ou les journaux voilà, qu'on peut faire avec nos enfants le soir, c'est génial, même pour contrer le biais de négativité. Journal de gratitude. Mon fils, il fait les 3 points qu'il a aimés. Même dans sa journée la plus pourrie, il trouve toujours 3 points Mm, géniaux mm. et on finit la journée sur une note super positive. Mais c'est vrai que je crois qu'avec l'approche Gordon, on va montrer justement par l'écoute, en le faisant, que l'enfant, on a confiance en lui. C'est en le faisant, le démontrant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Audrey, mais parfois, on ne dit pas, en tout cas dans l'approche Gordon, j'ai confiance que tu trouves une solution parce qu'on accompagne, on fait baisser l'émotivité. Parce que si on le dit au tout début, quand l'enfant est dans l'émotion, parfois j'ai l'impression que ça peut tomber à plat. C'est mon ressenti, hein. Audrey, tu compléteras. Et en le faisant comme ça, j'ai l'impression, en montrant notre écoute, qu'on montre qu'on a confiance, qu'il peut s'aider. Et puis bien sûr, quand l'enfant et jeune et au bon moment. Et quand on fait non pas des résolutions de conflits, mais des résolutions de problèmes, où on sait que le problème appartient à notre enfant, mais on va l'aider à passer les étapes de l'émotion par l'écoute jusqu'au moment où on trouve plein de solutions, on choisit celle qui est bien, etc. Et là, on montre qu'on a confiance mais on aide notre enfant à s'aider de Alors lui-même. Audrey, juste avant que tu prennes la parole, admettons, on est dans ce cas-là, donc mon fils de 11 ans, voilà, vient me voir et me dit, je suis hyper stressé par la rentrée. Gordon, on. Ok, ça marche. On va faire Gord Donc, off et Gordon. Là, c'est hop, on active Gordon. Qu'est-ce qui se passe? direct, Qu'est-ce qu'on dit? voilà. Donc déjà, je lui reflète son émotion en fait. L'idée, voilà, on a vu plusieurs fois et voilà,
tu en parles très bien aussi. L'idée, c'est que tant qu'il va être dans un émotionnel Oui. fort, il ne va pas être en capacité de réfléchir. Voilà, ça Mhm. débranche des choses dans le cerveau. Donc déjà, je reconnais son émotion et puis je lui fais miroir, histoire il conscientise aussi dans quel état il est, tout simplement. Donc, wow, effectivement, j'ai l'impression que ça te stresse, tout ça. Voilà, j'accueille, en fait. Je vois comment, et après, je vois comment il réagit. Donc, bah, alors, c'était quoi votre phrase de départ? C'était je suis stressée, c'est Donc, ça? là, si on parle de Marlène, son fils a 11 ans, et donc voilà, donc admettons que ce soit moi, et je dis, voilà, je viens te voir, et je dis, putain, je suis vraiment stressé par la rentrée, là, ça va pas des masses, je vais pas très bien, je dors mal en Voilà. plus. Donc, l'idée, avec Gordon, on parle de l'oignon, en fait, du problème. C'est que souvent, en fait, voilà, l'enfant, il va pas nous développer tout son problème. Je suis stressée parce que ceci, parce que ce, ça. Alors, parfois, oui, hein, mais la plupart du temps, voilà, il a une grosse émotion qui va peut-être nous communiquer, mais peut-être que lui-même ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, on va l'aider à peler cet oignon, c'est-à-dire qu'à aller au cœur du problème. D'ailleurs, Donc, oui, pardon, oui, mais oui, là, on a un enfant qui est déjà en conscience de ce qu'il c'est ressent. ça. Déjà, Mais souvent, il les est capable de comportements dire, des enfants vont être, par exemple, bah tiens, il a renversé une chaise par énervement. c'est ça. Donc Donc là, là, c'est une voilà, conséquence qu'est-ce de qui se ce qu'il passe? ressent. Donc on va Voilà, enclencher l'écoute quand même, du coup, là. Ouais. c'est ça. Donc en fait, on parle de deux formes d'écoute. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, Gordon, hein, mais soit je reflète effectivement le message de l'enfant, Oui. voilà, les mots, son contenu, soit son émotion, en fait. Voilà. Et là, c'est vraiment l'idée de, waouh, effectivement, je vois que tu es anxieux, c'est compliqué pour toi la rentrée. Juste Alors, ça. avant ça, on se met à disposition et en disponibilité. Je Alors, tiens à le si préciser je peux, parce que oui, bien sûr. ça, on le range. C'est-à-dire que si on n'est pas en capacité d'écouter en tant qu'adulte, on va demander à l'enfant quelques minutes pour nous rendre en disponibilité. Mais en aucun cas, on fait deux choses à la fois. C'est ça qui est important. La qualité de lien, la qualité d'écoute, elle est là. Voilà, on est multifonction, mais en fait, non, on n'est pas si Non, multifonction que ça. Pas pour l'écoute, c'est hein, en tout cas. essentiel. En fait, on parle d'écoute attentive avant même de parler d'écoute Oui, active. Et voilà, je me mets à disposition. Donc, tout mon langage corporel va dire à l'enfant si je l'écoute pas déjà. Effectivement, si je dis oui, oui, je t'écoute, et puis que je suis en train de regarder ailleurs, de faire autre chose, non, c'est pas. Vaut mieux à ce moment-là lui dire bah, écoute, là, je suis pas disponible. En même temps, ça me tient vraiment à cœur de t'écouter. Est-ce que si on en parle dans 5 minutes, ça te va? Si je suis oui, pas disponible, voilà. D'avoir une vraie qualité de présence. oui. Donc, ça, c'est la base. Oui. Donc ensuite, donc admettons, il a eu un geste qui peut représenter du stress, donc on va passer à l'écoute. Donc comme tu disais, je vois que tu as l'air stressé ou Voilà. hmm. Et donc après, alors, si on a fait une écoute active, si on a bien visé, en général, on le voit dans le corps de l'enfant, il y a quelque chose qui lâche. Bah oui, voilà. En fait, on est attentif au feedback. Voilà, qu'est-ce que l'enfant nous renvoie? Quand je fais de l'écoute, je suis centrée sur l'autre, hein, pas sur ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est difficile au début. Quand on a du mal, on débute l'écoute, on est un petit peu dans est-ce que je fais bien? Est-ce que non? L'idée, c'est surtout d'être centré sur l'autre, en fait, c'est en termes de posture. Et donc, le feedback, qu'est-ce qui me renvoie une fois que j'ai fait cette écoute-là? Et donc, voilà, bah oui, je suis stressée. Alors, je ne sais pas ce qui va le stresser, mais par exemple, là, je n'ai pas le cas exact de la maman, du fils. Voilà, mettons par exemple, bah, je vais être dans une nouvelle classe, je ne sais pas si je vais avoir des copains. Alors là, Oh, je te donne le contexte. ah, super, parce que moi, je ne l'ai pas en fait. Mon fils de 11 ans, HPI et trouble anxieux, donc diagnostiqué, entre en cinquième et stresse déjà. La rentrée sixième a été très compliquée l'année dernière. Comment l'aider pour cette année? D'accord. Donc là, effectivement, alors c'est chaque histoire Oui. et voilà, il faudrait aller dans les détails, hein, mais effectivement, s'il y a eu déjà un vécu Mhm. négatif, certainement que l'enfant reprojette la même chose. Donc, on peut, quand on disait qu'on ne propose pas de solution, par contre, on peut proposer des hypothèses. Là, avec le contexte, ok, ta rentrée en sixième, elle a été vraiment compliquée. Tu as l'impression, tu as peur que ça se passe de la même façon. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Tu décris. Je décris. Voilà. Voilà. Je précise, hein, parce que là, il n'y a pas de projection, il n'y a pas Non, d'interprétation. On décrit ce qu'on surtout voit. pas. Hmm. Voilà. En fait, j'amène pas de moi dans ce qui C'est se ça. passe. Vraiment, je prends les éléments épars que l'enfant me donne et je lui fais une proposition. Et là, soit il va me dire, bah oui, effectivement, c'est ça. Soit il va me dire, bah non. Et chouette, s'il me dit, bah non, c'est-à-dire que je me suis trompée et il va me corriger lui-même. Oui, Voilà. C'est l'idée, c'est l'enfant qui mène. En fait, vous voyez, je suis son fil, en fait, à c'est ça. chaque fois. Oui. C'est un sparring partner, un peu quoi, C'est ça. en sport. Bon, bienveillant, bien sûr, hein. Bien On sûr. n'est pas là en train de dire allez, vas-y, tape. Non, non, c'est pas ça. C'est en écoute en fait. C'est un sparring partner d'écoute en fait. Donc la description, mais rien que cette étape,
elle est pas évidente pour le parent, comme on le disait. Parce qu'on C'est a plutôt ça. tendance à juger, à dire, ben non, bah non, t'inquiète pas, ou quoi que ce soit. Bon, donc rien que ça demande de l'entraînement. De se dire, tiens, je regarde mon enfant et je décris ce que je vois, j'observe en fait, et je me pose des mots sur ce que je crois qu'il se passe. Voilà, je dis, voilà, j'ai l'impression que tu... et l'enfant va valider ou pas, va dire oui, c'est exactement ça, ou non, c'est pas ça. Et grâce à ça, et grâce au fil de conversation qui va se mener ensuite, l'enfant va être amené à rentrer un peu plus en profondeur dans ses ressentis, donc ce qu'on appelle l'oignon. Hein. Donc on va donc le peler jusqu'à arriver au centre en fait, et l'enfant va peut-être arriver à dire en fait ma véritable inquiétude c'est ça. C'est ça. Et on est surpris hein, des fois Souvent. parce qu'on croyait que c'était la situation qui posait problème, en fait non. Des Très fois, souvent. ouais, bah oui, Très très souvent, souvent. ouais, Moi, on croyait quelque Quotidien. chose et c'est pas du tout ça à la fin, quoi. Au Donc, quotidien, je vois mes enfants vraiment dire je suppose quelque chose et au quotidien, je fais l'expérience d'à quel point, si je suis juste dans l'écoute, que je reflète exactement le message sans faire d'hypothèse. Alors là, c'était des hypothèses pour la rentrée, toujours avec, vous avez observé cette tournure subtilement interrogative. mm, C'est est-ce que tu mais ça laisse la place et l'ouverture, c'est pas une interrogation une question, c'est vraiment est-ce que c'est ça et on reste dans la relation. Mais moi au quotidien, et puis là c'est les vacances donc ça fait du 24 heures sur 24 avec les enfants, au quotidien je me dis je suis à côté de la plaque, là elle boude au bord de la plage, mais c'est pas pour ceci, c'est pour cela. Et en fait on n'a pas idée, le nombre de fois où on se plante, on n'est pas dans leur tête. Donc, voilà. c'est ça. Donc, revenons sur ce oui. cas. On interroge sur le stress. Voilà. Du coup, on émet l'hypothèse effectivement qu'il ressent du stress, donc il va commencer à s'exprimer, à poser des mots sur ce qu'il ressent, peut-être à ajuster tout de suite en disant, mais non, c'est pas exactement ça, etc. Et donc alors la situation, elle va pas se résoudre comme ça, hein, Alors d'ailleurs, on n'a pas d'objectif de résolution, d'ailleurs. C'est pas ça, on n'a pas un objectif de réussite, Non, disons, alors là-dedans. L'écoute, pas. c'est ça, ouais. Surtout pas. Non, non. L'idée déjà, c'est que lui identifie ce qui se passe pour lui et qu'il se sente mieux avec ça. Déjà, rien que ça, en fait. Hein. Et puis nous, si on veut l'accompagner, il faut aussi qu'on comprenne ce qui se passe pour lui. Effectivement, comme Gabriel le disait, si on se précipite avec des solutions, des propositions, des fois, on peut être complètement à côté de la plaque avec nos solutions d'adultes. Donc l'idée, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe pour lui. Et après, l'idée dans la relation d'aide, en fait, c'est d'articuler l'émotion de l'enfant à son besoin. Ça, c'est vraiment la bascule. Ok, donc là, tu es anxieux, tu as peur. Voilà. A priori, le besoin, il y a un besoin de sécurité derrière. Alors Peut-être. ça, c'est des bêtes. C'est une Voilà. hypothèse. Alors toujours, on travaille par Oui, hypothèse. Voilà. Euh, et si on arrive sur, voilà, l'enfant a besoin d'être rassuré, ok, alors qu'est-ce qui pourrait être rassuré? Vous voyez, donc il y a tout un chemin, en fait, qui part de l'écoute, identification de l'émotion, du problème, puis je l'aide à aller sur exprimer son besoin, et puis après, ok, bah alors, on va réfléchir, voilà, qu'est-ce qui pourrait t'aider dans oui. cette... Et il y a tout ça avant, en fait. Oui. Et tu parles de sécurité. Alors, sécurité qui est multifactorielle, multifacette. Ça peut C'est être une ça. sécurité affective, ça peut être une sécurité relationnelle. Parce qu'un enfant qui a peur, il a besoin aussi de retrouver ses repères, de retrouver cette sécurité, comme tu disais. Mais peut-être justement que le passage de la sixième à la cinquième, du point de vue relationnel et social, ça lui pose souci. C'est-à-dire qu'il a peur de ne pas retrouver, par exemple, des enfants qu'il connaît, Exemple. avec qui il s'entendait bien, par exemple. Et de remettre un peu à doute aussi ses compétences à se refaire des amis. C'est ça que tout à l'heure, j'ai parlé de l'évocation par des questions. Alors, tu te souviens comment tu avais fait en entrée en sixième? euh, Peut-être on peut lui poser ce type de questions. Avec qui tu parlais préférentiellement, par exemple? Et tu te souviens des premiers instants où tu as été entré en contact avec cette personne pour lui rappeler en fait quelle a été sa démarche aussi à ce moment-là? Est-ce que ça fait partie aussi de l'écoute active du coup? Alors là, on est un petit peu au-delà de l'écoute active, puisqu'on est déjà dans trouver des... Alors, c'est vraiment effectivement plutôt des messages d'appréciation, de révélation. On est vraiment dans le côté. D'appréciation, d'accord. Voilà, exactement. Et l'aider à se faire lui-même, en fait, quelque part, des messages d'appréciation, à se regarder lui-même en disant, ben voilà, regarde là comment tu avais fait. Voir, voilà, dans cette situation, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bien ou que tu avais réussi? Et voilà, lui faire lui-même ce cheminement, en fait. Oui, Effectivement. Donc là, on est plus dans la relation d'aide que dans les. Mais même, il y a toujours un fond d'écoute, de toute oui. façon, hein, puisque on est constamment attentif à ce que. Je dis parler de feedback, hein, voilà. Mhm. C'est.
Je suis le fil de l'enfant, pas le mien. C'est ça, exactement. Donc là, on peut l'aborder comme ça. On a donné quelques éléments par rapport au cas de Marlène. Donc l'écoute, c'est principal. Se sécuriser, nous-mêmes en tant qu'adultes aussi, et différencier le problème de l'enfant du problème de l'adulte. Peut-être que c'est nous qui avons un problème avec effectivement nos souvenirs de cela. Peut-être aussi qu'on est trop en contact avec des informations anxiogènes. Ce que dit Je pense, Gabriel par rapport au harcèlement, oui. et oui, je pense notamment au harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui est aussi traumatique pour beaucoup d'entre nous parce qu'on a été peut-être harcelé et on n'a pas pu poser des mots dessus, on n'a pas eu l'assistance nécessaire, l'écoute nécessaire, l'accompagnement nécessaire à ce moment-là. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur le sujet et il y a des informations concrètes et des informations qui peuvent être mises à profit, notamment en termes de préparation. Il y a des bandes dessinées, il y a des vidéos, il y a ce genre de choses. Et là aussi, je voudrais qu'on aborde cela parce que les ressources sont là. Mais comment tirer le meilleur parti de ces ressources-là selon l'approche Gordon? Là, je pense notamment il y a des sites internet qui sont destinés justement à s'informer sur le harcèlement, à comment réagir, à comment aider lorsqu'on voit quelqu'un qui est en situation de harcèlement. Comment faire pour que l'enfant ou l'adolescent puisse tirer le plus parti dans une sorte de co-lecture avec le parent de ce type de ressources? Est-ce qu'on peut pratiquer l'écoute devant un support? C'est-à-dire aider l'enfant à mieux comprendre, je veux dire, ce qu'il a devant les yeux, quoi. Ma question est claire ou pas? Oui, tout à fait. Et j'avais aussi envie de te tendre une perche, Audrey, parce que on peut faire ça en tant que parent. Le support, de toute façon, en fait, si vous voulez, je vous dis vous parce que je vous tutoie tous les deux, mais vous, public, c'est vrai que vous verrez ceux qui lisent Gordon, et le terme peut parfois étonner. On cherche aussi à influencer positivement notre enfant, c'est-à-dire à lui transmettre ce qu'on croit bon pour lui, en respectant qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas. Oui. C'est-à-dire en étant complètement hors du contrôle. On suppose que le contrôle, ça va faire trois choses à tout être humain, mais à notre enfant aussi. Il va soit fuir s'il le Mm. peut, soit lutter, se battre, résister en fait quelque part, soit se figer ou se soumettre ou obéir ou voilà être gentil comme ça. Mais c'est une forme de voilà de réaction à beaucoup de contrôle, beaucoup de Oui. pouvoir de la part des parents. Du coup, on accepte quand même qu'en tant que parent, puisqu'on a cette posture de parent, on n'est pas comme ça, juste à côté de notre enfant, ne voulant rien faire de lui. C'est OK d'influencer, de transmettre ses valeurs ou de vouloir le meilleur pour lui. Ça, c'est des différences subtiles. Et ce qu'il va prendre et ce qu'il va pas prendre. Et donc, souvent, dans l'influence, il y a le recours aussi à des supports extérieurs, enfin des ressources extérieures à la relation. Donc, c'est aussi, si on a envie de dire à notre enfant, tu pourrais réagir comme ci, comme ça, etc., c'est génial de pas juste parler de son expérience, en plus probablement que c'était 30 ans avant notre enfant, de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui se fait, voilà ce qui se dit, et puis en Mm. effet, faire une lecture à deux et en étant à l'écoute de ce qui va ressortir. Et puis, si c'est pas le bon moment pour lui, on fait jamais de l'écoute à quelqu'un sans qu'il le veuille. Donc, si l'enfant à ce moment-là, il veut pas plus commenter, etc., c'est inutile de lui tirer les verres du nez. En Bien fait, on sûr. montre notre disponibilité. Mais là, j'avais envie de te tendre une perche, Audrey, parce que ce qu'on fait aussi, et ce que tu fais depuis plus longtemps que moi, dans les écoles, c'est d'aller aussi aider les enfants à, à faire ce qu'il y a à faire. On sait que les harceleurs, comme les harcelés, comme les témoins, sont tous victimes de ce phénomène. C'est ça. Et donc, toi, Audrey, tu peux peut-être en dire un petit mot. Oui, donc on intervient aussi auprès des ados, notamment dans les collèges où il y Ok. a vraiment des C'est le difficultés. sujet d'ailleurs que soulevé tout à l'heure. Donc, oui. Voilà. Parce qu'en fait, tout ça, voilà, bon, le harcèlement, c'est un système, en fait. Donc voilà, Mm. effectivement, les harcelés, enfin, déjà, on repose, c'est quoi le harcèlement? Parce qu'effectivement, ils en entendent Oui. beaucoup parler. Il y a tout de suite, ouais, je suis harcelé, il suffit qu'il y en ait un qui l'embête. Voilà. Non, en fait. Alors, une situation de harcèlement, c'est quelque chose de très précis. Donc, on repose ce que c'est. Et puis voilà, si jamais ça arrive, maintenant qu'on a identifié ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on travaille beaucoup sur l'empathie. Parce que le gros problème lié justement au harcèlement, c'est que je ne me mets pas à la place de l'autre. Mm. Donc, effectivement, si je ne projette pas les effets de ce que je peux dire ou de ce que je peux faire sur l'autre, je peux faire n'importe quoi et je ne ressens pas en moi à quel point c'est douloureux pour l'autre. Et il y a des vraies problématiques autour de ça. Donc, on leur fait jouer des rôles.
effectivement, pour essayer de se mettre, voilà, il y a 3 rôles, hein, spectateur de ce qui se passe, Oui, la victime et puis les bourreaux, en fait. Donc oui, voilà, on les fait jouer comme ça pour se mettre à la place des uns des autres. Et puis après, voilà, qu'est-ce que je fais si je suis dans cette situation-là, dans celle-ci, dans celle-là. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça réponde à la question initiale qui était effectivement, moi en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Donc effectivement, on peut être, tu disais, agent d'influence aussi. Euh, et effectivement, pour qu'on soit accepté en tant qu'agent d'influence auprès de notre enfant, il faut déjà qu'il y ait une relation de confiance. Tu parlais de confiance tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Si mon enfant a confiance dans le fait qu'effectivement, je lui apporte du contenu et que après je respecte le fait que oui, il a envie d'aller regarder ou pas, que oui, il a envie de m'en parler ou pas, que oui, ça l'intéresse ou pas, vous voyez, c'est cette liberté oui. totale face à ce que je propose qui fait que après il pourra effectivement facilement accepter mes conseils de lecture, voilà, de Oui. visionnage. Dépolluer Il y a aussi dépolluer de la peur du parent. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que ben, si le parent a vraiment très très peur pour l'enfant, bah, c'est normal, hein, c'est légitime hein, qu'il souffre, etc. Et qu'il entend beaucoup d'informations sur le harcèlement. Notons quand même que les médias ne parlent que des effets négatifs, c'est-à-dire, enfin, que des informations négatives relatives au harcèlement, mais ne parlent que rarement, notamment de ces initiatives-là, où on va venir former à l'empathie pour justement éviter que ces situations de harcèlement se présentent. Mm. Donc, du coup, je trouve que, pour revenir à cette idée de harcèlement, le parent doit prendre la responsabilité de ce qu'il ressent par rapport à ça et ne pas augmenter l'anxiété de l'enfant relative à ça, parce que peut-être que les interrogations de l'enfant sont différentes, peut-être que le vécu de l'enfant est différent, peut-être que lui-même est en train de vivre, effectivement, comme on disait, une situation de harcèlement, même en ligne. On va pas parler de ce sujet, c'est vaste, hein, mais c'est important de pouvoir avoir le point de vue de l'enfant. C'est ça que je veux dire, c'est ne pas plaquer nos connaissances, nos préjugés, etc. sur ce sujet, qui est un sujet délicat, mais le harcèlement. Alors, je reviens sur ce que tu disais, pour les enfants qui se disent harcelés. Alors, je pense que c'est pas exactement ce que tu fais, mais tu vas me dire si je me trompe ou pas. Tu leur dis pas, non, non, c'est pas du harcèlement. Tu vas leur offrir d'abord de l'écoute en disant, ok, je comprends que vous vous sentiez harcelé. C'est C'est ça. ça, hein. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Ok, oulala, il se passe quelque C'est chose pour ça. toi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je Voilà. précise, hein, parce que comme tu Oui, l'as bien sûr. présenté, on aurait dit, ah non, non, attention, non, c'est pas du harcèlement. Du coup, c'est complètement en contradiction avec ce qu'on Non, vient de non, dire non, depuis c'est le début. un raccourci très rapide. Non, 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 c'est Ouais. pas comme ça, effectivement, hein. Donc, Eh oui, et en fait, c'est aussi des situations de classe où je suis face à un oui, groupe classe et voilà, la tension monte en direct entre deux enfants. Oui, il me harcèle. Ok, là, stop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et l'idée aussi, c'est de les amener à se faire de l'écoute entre eux. Parce que eux-mêmes, en fait, plaquent sur le copain leur vision des oui, choses. Vous voyez? Donc, si moi je plaque ma vision sur eux, je leur apprends rien là. bien sûr. L'idée c'est d'être modélisant. Donc, effectivement, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi? D'accord, il t'a dit ça, et toi, ça te fait quoi quand il te dit ça? Donc, les aider déjà à exprimer, à mettre des mots, plutôt que tout de suite passer à je te file un coup ou je t'insulte. Poser des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, parce que c'est pas forcément évident Mm, pour eux non plus. Voilà, et donc encore une fois, moi je suis là que pour les aider entre eux. C'est médiateur en fait, hein. L'idée, c'est pas d'apporter ni ma solution, ni mon mhm, jugement. Voilà, c'est pas ça bien l'idée du tout. sûr. D'accord. Gabriel, tu oui, voulais dire quelque chose? Oui. ouais, plein de choses, mais ça va être court. Mais en fait, les parents, quand ils mettent en place ce type de communication avec leur enfant à la maison, c'est aussi protecteur un peu du harcèlement parce que quand on a une écoute, quand on est capable, et aussi on n'a pas que l'écoute avec l'approche Gordon, on a aussi l'affirmation de soi Mm, qui n'est pas agressive, qui est vraiment de pouvoir dire j'existe, je suis là, j'ai besoin de ça, je oui, ressens ça, et ça, quand on ressent quelque chose, c'est forcément légitime, personne ne peut venir vous l'enlever, alors que quand on emploie des messages en tu et qu'on dit tu fais ci, tu fais ça, etc., ça peut se mettre enfin voilà, mettre l'autre en résistance. Mais donc en employant ce type de communication à la maison, déjà, par l'attitude globale, on va favoriser une relation et vraiment la confiance avec nos enfants. Donc, c'est vraiment protecteur pour moi. Et puis, ça leur apprend à respecter leurs besoins, avoir des limites, être dans l'écoute. Donc, dans toutes ces situations où la grande majorité des gens sont des témoins, pouvoir prêter. Et c'est beaucoup moins stressant pour un enfant de pouvoir aller. Nous, on a vu des enfants, en tout cas, moi j'en ai vu après des ateliers,
écouter d'autres qui sont des jeunes, qui se sentent mal et dire mais Oui. qu'est-ce qui arrive, etc. Et je pense que du coup, ils passent d'une position totalement passive à une position d'acteur et déjà, Hmm. ça enlève un grand stress de pouvoir, dans une situation violente pour tout le monde, de pouvoir agir. Oui. C'est vraiment un facteur de résilience. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je voulais dire plein d'autres choses, mais c'est souvent, c'est vrai que moi-même, là, je vois beaucoup, beaucoup de parents qui incapacitent vraiment, pas incapacitent, hein, vraiment, leur enlèvent la capacité de se défendre ou qui, comme disait Audrey, euh, font basculer une situation juste de chahut scolaire Oui. à une situation où l'enfant va se victimiser tout seul parce que le parent a projeté que là, c'était peut-être du harcèlement et est allé tout de suite euh, projeter des choses. Et donc, je trouve ça intéressant, bien sûr, de dénoncer quand il faut dénoncer et de prendre toutes les mesures pour protéger les enfants. Et en même temps, c'est un travail au long cours de leur donner la capacité de bien relationner les uns avec les autres Oui. et de prendre soin d'eux. Enfin, voilà. Oui, je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les violences et il n'y a pas de hiérarchie dans les souffrances. Donc, si quelqu'un dit qu'il est souffrant, si quelqu'un se sent victime de violence, c'est vrai. C'est-à-dire on ne remet rien en cause, on croit la personne et c'est à ce moment-là qu'on commence justement à accompagner correctement. On ne va pas nier, on ne va pas. C'est comme pour les émotions en fait. Hein. Un enfant qui va venir en disant j'ai peur, on va pas lui dire n'aie pas peur, on va écouter ce qu'il a à dire et c'est cette écoute qui va lui donner cette confiance ensuite déjà. En l'adulte et aux adultes et aux humains qui vont l'entourer, et de pouvoir demander de l'aide s'il a besoin à un certain moment. Si un enfant, notamment on le voit lorsqu'on applique des méthodes coercitives, justement les enfants ont peur d'exprimer leurs émotions parce qu'ils vont être punis, parce que voilà, du coup ça les empêche de pouvoir se protéger, ça les empêche de pouvoir s'affirmer, ça les empêche de pouvoir partager ce qu'ils ressentent, ou alors de pouvoir dire bah non là ça va, hein, ça me fait juste un peu mal mais je vais pas en parler. Non, toute violence, toute souffrance est légitime, c'est-à-dire que lorsqu'une victime se dit violentée, c'est ok, c'est-à-dire qu'on accueille ça, on croit la victime, quoi. Ouais, c'est Voilà. Mais c'est un des gros problèmes du harcèlement, hein, c'est que l'enfant passe le cap aussi d'arriver à le dire. Parce que très souvent, le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne se dit pas. L'enfant a Oui, peur d'empirer la situation, de passer pour, ou d'apparaître comme vulnérable. c'est ça. Hein, souvent, on travaille beaucoup sur l'expression des émotions avec voilà, les classes de collège. Et c'est déjà un énorme cap d'instaurer un climat de confiance suffisant Mm. avec moi, mais aussi entre eux, voilà, au sein du groupe classe, pour qu'ils arrivent à mais bah, je ressens ça, je ressens ci, voilà. Donc c'est tout un travail déjà en amont, rien que C'est pour ça, qu'ils arrivent à ça. dire. Et j'aime bien donc ton approche de jeu de rôle. Bon, ce sont des jeux qui sont pas drôles, hein, c'est pas Non, drôle, c'est deux rôles, mais le jeu permet de faire un pas de côté et de pouvoir aussi mieux s'exprimer sur les situations puisqu'on se sent pas directement concerné. Donc l'enfant peut avoir aussi cette distance nécessaire pour pouvoir dire ah ben ouais là quand je vois cette scène-là, ben, je vois que la victime elle doit vraiment avoir peur, ou elle doit vraiment se sentir mal, alors que quand on est nous-mêmes concernés, on a peut-être justement le fait d'enfouir ce qu'on ressent, de pas l'exprimer, d'être un peu pudique si on veut par rapport à nos émotions. Donc là, ça libère la parole, quoi. Donc le jeu, c'est aussi un moyen. On parlait du harcèlement tout à l'heure. On peut se servir de jeux de rôle aussi à la maison, hein, de figurines, de jeux de rôle, etc. On appelle ça des jeux. C'est pas marrant forcément, mais en revanche, ça permet cette distance, comme je disais. Donc on avec peut utiliser ça des aussi à la maison. mobiles aussi, on peut jouer des Oui, scènes avec les enfants, ça marche bien. oui, Ça marche bien, justement, oui, oui, ça met une mise à distance qui exactement. permet l'expression de ce qui se passe. Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les ateliers Gordon, hein, c'est-à-dire que quand on se forme, on fait beaucoup de jeux de rôle, parce que bah, si on le faisait en situation réelle, ça serait pas forcément facile, du coup. Donc on voit les autres s'exprimer, et puis après on le fait aussi, ou on endosse un rôle qu'on n'a pas forcément, donc une sorte de casquette, hein, et ça nous permet de mieux nous exprimer. Ça, c'est une astuce pour tous les parents. Cette distanciation, elle est propice pour le parent, parce qu'il arrête d'avoir cette casquette de parent trop austère, trop aussi marqué par sa propre éducation. Donc il fait ce pas de côté qui permet de dire ah ouais, mais en fait ouais, quand je dis ça, ben mon enfant se bloque quoi. Et finalement, mais je le dis pourquoi? Parce que moi-même je l'ai entendu. Bah tiens, si je changeais de casquette et si je me mettais justement dans cette disposition-là. Donc on on peut trouver des solutions aussi en prenant cette distance. Voilà, c'est ce que je Oui, voulais dire. complètement. Et aussi, je tiens juste à le préciser parce que Gordon, c'est vraiment une approche équilibrée. Il y a le parent peut-être trop, tu disais trop austère, trop sévère, ou Mm.
d'une position où il est dominant et un parent se met toujours, enfin, toujours, on est un peu formaté par tout ce qu'il y a, la culture ambiante, on est toujours un peu en situation je parle pour moi, situation de parent. Et là, ça Oui, permet vraiment d'être dans une connexion cœur à cœur. Mais comme cette approche Gordon est équilibrée, il y a aussi le parent qui est vraiment à l'écoute des besoins de son enfant et très peu à l'écoute de ses propres besoins. Donc, c'est ce que Gordon décrit comme un parent plus permissif, une approche permissive, et d'aucuns diront laxiste, mais en fait, ça permet de remettre de l'équilibre. Parce que moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que les parents qui laissent faire des choses à leurs enfants, il y aura un retour de bâton plus tard, on ne sait jamais quand il vient, mais ça peut être même juste le regard noir. Ça, c'est pas du tout bienveillant ni bien traitant. Et donc, ça permet d'être dans quelque chose d'équilibré. Et ces jeux de rôle, il y a ces jeux de rôle complètement fictifs, où ça, c'est chouette parce qu'on se force un peu à se mettre en hmm, action. Du coup, on crée les conditions d'apprendre des choses avec des situations qui ne sont pas les nôtres. Et puis, il y a les vraies mises en situation avec des situations réelles quand on progresse un petit peu. Et ça, c'est vraiment plaisant pour les participants parce qu'ils vont prendre vraiment des cas. Et alors, soit ils jouent leur propre rôle, ou chose très intéressante, ils jouent le rôle de leur enfant oui. ou de leur conjoint ou toute situation et alors adopter le point de vue de l'autre et puis voir un peu les mécanismes relationnels. Là, c'est aussi vraiment quelque chose qui va les aider à faire autrement. Oui. Mais on s'entraîne. On s'entraîne, on dit qu'on fait entrer ses compétences relationnelles dans les muscles et on s'entraîne. Et là, il y a un déclic en général. On rentre, on est un peu transformé. Alors, Valérie nous dit la chose suivante. Pourtant, je l'encourage à rester authentique et à se confier à moi pour toute situation qui lui apporte préjudice. C'est par rapport au harcèlement. Et alors, justement, je viens reprendre ce que tu viens de dire, le switch. Vous pourriez mettre en place des jeux, peut-être, avec votre enfant, votre préadolescent, je crois, hein, puisque voilà, il est au collège, et faire une sorte de jeu un peu d'acteur, on va dire, où vous allez peut-être inverser les rôles. Why not? Se dire, bah moi je suis toi et toi t'es moi, et ça peut mettre en évidence certains mécanismes qui empêchent l'expression. Parce que là, encourager quelqu'un à rester authentique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a l'impression parfois qu'on laisse la porte ouverte justement à l'authenticité, mais qu'est-ce que l'authenticité? Souvent, les enfants, c'est une danse un peu l'éducation, et ils s'adaptent en fait à ce qu'on va leur suggérer, ce qu'on va leur dire, mais aussi ce qu'on va leur montrer. On parlait de Oui, communication non verbale. ouais, Donc, ils vont voir que quand ils disent une chose, on va tiquer comme ça, on va peut-être froncer les sourcils, et ils vont peut-être adapter leur langage ou même se taire sur certaines choses, et donc on ne pourra plus parler d'authenticité. C'est pour ça que ce travail qu'on a évoqué en début d'intervention, de reflet, de miroir, d'observation, qui va nous empêcher à nous d'adultes de juger, en fait, d'avoir cette surcouche de jugement, mais juste d'être dans le moment présent en train d'accueillir ce qui se passe chez l'enfant. Là, oui, on va toucher à ce qu'on peut appeler l'authenticité, bien que ce terme, pour moi, est très, très complexe. Il faudrait passer quelques temps à en discuter, mais l'authenticité en soi, c'est compliqué parce qu'on est tous en interaction les uns avec les autres et on est tous plus ou moins dans un certain niveau d'adaptation. Parfois très, très, très fort quand il y a du conditionnement, hein, positif ou négatif. L'enfant qui va par exemple mentir pour éviter d'avoir une punition, bah voilà, à quel moment il va être authentique, c'est justement quand il va se sentir en sécurité et qu'il va pouvoir dire ah bah oui, là j'ai renversé le vase. Et parce qu'il va savoir que derrière, on va pas le punir, mais il va pouvoir avoir la possibilité de réparer, par exemple, ce qu'il a fait, ou encore de pouvoir participer autrement. Mais il va pas se sentir humilié s'il va dire et avouer ce qu'il a fait. Quand je dis avouer, c'est pas dans le sens coupable, hein. Mais voilà, donc l'authenticité, c'est un peu un concept fourre-tout, je dirais. Mais ce qu'il faudrait prioriser, c'est ça, cette écoute, et vraiment commencer par les étapes. C'est pour ça que c'est bien dans les ateliers Gordon, c'est bien hiérarchisé. D'ailleurs, dans les livres aussi, je vous invite à les lire, parce que cette écoute, cette observation de base, elle est très très bien décrite. Il y a plein d'exemples, et on comprend bien la différence entre juger et observer, quoi. mm, Mais c'est énorme, en c'est ça. fait. Et là, quand je dis c'est énorme, je suis en train de juger. Donc, c'est même pas une observation. Donc, en fait, on juge tout le temps Toutes quasiment, nos quoi. expressions sont empreintes de mots. Quand si on essaye d'observer, parfois on dit mais tu sais là t'es rentré, t'étais affalé sur le canapé, rien que le mot affalé c'est un Et oui, jugement. Donc c'est un jugement. c'est Ouais. difficile et on apprend à enlever tous ces jugements polluants. Juste, j'avais vraiment envie de rebondir sur ce que dit Valérie, euh, parce que je ne connais pas exactement les âges là, parce que je n'ai pas fait le lien, mais il y a un moment où quand on est ado, on a notre jardin secret, ça peut être OK, et il y a mille façons d'être enfant, il y a mille façons d'être parent, il y a aussi mille façons d'être ado. Vous allez avoir des ados qui vont se confier, et par une écoute, une disponibilité, et comme tu le disais, une attitude générale
ça va être OK et on va pouvoir dire, bah oui, déjà le parent modélise, lui-même il est authentique, lui-même il est globalement à l'écoute et non jugeant, donc super. Et puis même comme ça, parfois, bah, l'ado, il ferme la porte, etc. Et c'est sain, c'est ce qui se passe dans le cerveau de son ado à ce moment-là, c'est d'être tourné vers ses pairs, d'avoir son jardin secret. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je voulais rebondir là-dessus aussi, hein, justement, quand on parlait d'authenticité. Voilà, l'authenticité, ça peut être j'ai suffisamment confiance en mon parent pour pouvoir lui dire j'ai pas envie de te parler. Et c'est très difficile parfois en tant que parent d'accepter que je ne suis pas la personne référente à laquelle mon enfant a besoin voilà, de parler. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un adulte dans lequel l'enfant ait suffisamment confiance, l'ado, pour pouvoir effectivement aller en cas de problème. Mais des fois, eh ben, je ne suis pas la personne la mieux placée, en fait. Et mon enfant va aller se tourner vers, je sais pas, un copain ou un professeur. Voilà, Oui. il y a plein d'adultes qui peuvent. Et c'est ça qui est important. Et donc, à ce moment-là, de lui dire, bon, je suis là, si tu as envie de me parler. Si jamais c'est pas moi, c'est pas grave. Par contre, est-ce que voilà, il y a quelqu'un, un adulte de confiance dans ton entourage à qui au cas où tu peux parler? Parce que Oui. c'est ça l'important en fait. Tu fais bien de préciser ça. On dit dans la théorie de l'attachement qu'il faut au moins un adulte de confiance autour de l'enfant, même dans le couple, hein, vraiment que l'enfant considère qu'il est un parent. Alors c'est pas, ça peut changer hein, au cours C'est ça. du développement. Hein, donc c'est un coup le papa, un coup le maman, un coup la maman, ou le papa et le papa, peu importe. Mais en tout cas, c'est cette situation peut évoluer et l'enfant, l'essentiel c'est qu'il puisse être conscient qu'il peut s'attacher et qu'il peut être en confiance dans cette relation. Et justement, c'est cette confiance qui lui permettra d'être ce qu'on disait authentique. Encore une fois, je pense que ça mériterait de s'y appesantir sur ce terme. Mais et il y a autre chose qui est important aussi, c'est que ce flux émotionnel, je vais appeler ce truc, ce flux émotionnel, c'est-à-dire que l'authenticité de l'adulte, on reprend le terme exprès, hein, mais le fait de dire ce qu'on ressent, le fait de s'exprimer de manière authentique en tant qu'adulte, c'est-à-dire bah là, j'ai vu ceci, j'ai ressenti de la peur, etc. Ça ouvre aussi la porte à encore une fois, l'authenticité de l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui donne comme ça ce droit, sans lui octroyer, hein, mais juste en lui montrant ce qu'on fait, de ce que lui peut aussi faire, c'est-à-dire dire ce qu'il ressent. Et je tenais aussi à dire une chose, c'est que authenticité, moi je dirais plutôt sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, penser sécurité, ça change tout. Est-ce que Mm. lorsque je m'exprime, je me sens en sécurité? Moi, déjà, personnellement. Et si on se sent mal à l'aise, si on se sent pas en sécurité, se demander d'où vient ce manque de sécurité et comment faire pour réinstaurer cette sécurité. Et ensuite, penser à la sécurité affective, la sécurité dans la relation. Et tout cela, c'est propice justement à la libération de la parole. C'est-à-dire que quand on se sent en sécurité, on va plus parler, bien sûr. Donc, faire cette vision-là de sécurité, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit chez Gordon, lorsqu'on parle avec quelqu'un qui est formé chez Gordon ou qui a, disons, les principes d'écoute active, ben en fait, quand on va se confier, on se sent en sécurité. Parce qu'on sait que bah, déjà, ce qui va être dit va être confidentiel, que la personne ne va pas essayer de poser par-dessus nos paroles, ses propres paroles, sa propre histoire, et qu'on va simplement être écouté. Et ça, vraiment, enfin, quand je dis simplement, c'est pas si simple. Mais en effet, si on revient à la base de l'écoute, c'est-à-dire si on enlève tout jugement, finalement, oui, c'est ça la simplicité. C'est-à-dire qu'on offre ce miroir simplement à l'autre, quoi. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Donc sécurité, sécurité, sécurité. Donc pour revenir à ce que disait Valérie, euh, encourager quelqu'un à rester authentique, c'est un peu une injonction difficile à suivre. C'est surtout un état d'être en fait. C'est comment nous on incarne cette authenticité, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir dire ce que nous ressentons sans agresser l'autre, tout en étant en paix avec soi-même. Donc bien sûr, on a le droit de déborder, il arrive qu'on crie ou quoi que ce soit, mais ça va être aussi présenter des excuses par rapport à ça. C'est de réparer la relation pour réinstaurer cette sécurité-là, du coup. Et se confier à moi, et ben se confier à moi, ça vient sans forcer. C'est-à-dire que l'enfant, on n'a pas besoin de lui faire d'injonction justement par rapport à ça, parce qu'il saura à un moment, bah, il se sentira lui-même suffisamment en sécurité pour venir vers l'adulte, comme on disait, pas forcément la maman, ça peut être le papa, ça peut être le deuxième papa, la deuxième maman, un autre adulte, hein, un grand-parent, un copain. D'ailleurs, à l'adolescence, c'est ce qui se passe. Hein, les figures d'attachement se reportent souvent sur des pairs, en fait, des personnes qui sont du même âge que l'enfant. Donc voilà, je dirais, est-ce que c'est un sujet pour stresser? Faites confiance plutôt. C'est-à-dire, Et ça dites-vous peut que mettre du temps. voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ça peut que mettre du temps aussi, ouais. Ouais. bah, oui, là, parce qu'on change de posture parfois, parce qu'on se dit, tiens, voilà, par exemple, je me suis formée, par exemple, j'ai lu, et puis bah, l'ado ou le jeune, l'enfant,
même l'enfant, même petit, il a pris l'habitude d'un certain parent et d'un certain type de réaction. Donc, il ne faut pas être impatient et on peut encore une fois communiquer sur notre nouveau type de communication, donc méta-communiquer et Oui, pouvoir lui dire, j'avais l'habitude de faire ceci, cela, mais là, je me rends compte qu'en fait, toi, tu vis un truc pas très chouette pour toi, là, et j'ai vraiment envie de t'écouter sans te juger. On peut plusieurs fois montrer patte blanche si on a, c'est vraiment une intention, c'est pas de la manipulation, vraiment montrer j'avais l'habitude de peut-être te donner des oui, solutions toutes faites. Je crois que finalement, il n'y a que toi où on en réfléchit ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi et ça peut prendre du temps parce que l'enfant est habitué à voir son parent, à avoir un type de réaction. Donc, patience pour ça. Et, réexpliquer, remontrer et voilà, comme tu disais, encourager à rester authentique. C'est vraiment quel est le but? Le but, c'est qu'elle, Valérie, peut-être vous voulez que votre enfant se sente en sécurité, donc peut-être aussi partager, j'aimerais que tu te sentes en sécurité avec moi. Ça, c'est des messages de révélation. oui. Ou comment effectivement enfin, instaurer cette sécurité. Mais là aussi, ça mérite une définition. C'est qu'on parlait du harcèlement, mais qu'est-ce que c'est que la sécurité? À quel moment dans ta journée tu te sens en sécurité? Et nous, en tant que parents, à quel moment on se sent en sécurité? Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité? Et voilà, petit à petit, on arrive à trouver comme ça des astuces, pas des astuces, mais disons des leviers pour se sentir d'autant plus en sécurité. Et cette sécurité que nous ressentirons, nous, à l'intérieur en tant qu'adultes, va transpirer sur l'enfant. Et l'enfant, lui aussi, pourra venir en toute sécurité parce qu'il va pas venir vers un adulte qui sera débordé par son émotion, qui sera... Non, non, il saura qu'il aura cette possibilité de venir. Et c'est pas toute la journée, attention, hein, attention à la pression aussi, hein, c'est-à-dire que l'écoute active ou l'écoute, c'est pas une injonction à la pratiquer tout le temps, parce qu'on ne peut pas. En fait, c'est tellement énergivore et ça nécessite tellement de disponibilité que si on parvient à le faire 4-5 fois par jour, c'est déjà excellent, quoi, du coup. D'ailleurs, commençons par une fois. Allez hop, je commence une fois. Tiens, voilà, là, ça s'est passé différemment. Quand j'ai reflété ce que mon enfant a dit, au lieu d'essayer de trouver des solutions, ah ben, j'ai vu dans son corps que ses épaules retombaient comme ça parce qu'il se sentait soulagé, parce que je lui apportais cette écoute. Donc aussi s'encourager par les signes qu'on peut observer dans l'évolution de nos rapports et voir ce que ça nous fait à l'intérieur, quoi. Parce que Oui, je- je voudrais bien rebondir, oui, pardon, par rapport à ce que tu disais sur l'écoute, comme que c'est très énergivore. Alors oui et non, c'est-à-dire que quand on s'y met au début, effectivement, c'est énergivore oui, parce au que début, je veux c'est une dire, nouvelle oui, oui. habitude. Voilà, c'est Hmm. comme de parler une nouvelle langue. En fait, au départ, on va chercher sa phrase et à force de le faire, on crée des nouveaux réflexes en fait. Donc un réflexe, c'est pas Oui. énergivore. Et des Et ça nouvelles peut être, connexions neuronales, hein, ça c'est va plus ça vite après. Ouais, exactement. ouais. Hmm. Donc au début, oui, ça l'est, ça on va pas se mentir. Et donc ce qu'on propose aussi dans les ateliers, c'est de s'exercer sur des situations faciles, Oui, entre guillemets, au départ. Voilà, de faire de l'écoute sur des petites situations, voilà, où il n'y a pas d'énormes enjeux émotionnels, voilà, pour commencer à se faire la main un petit peu quelque part, hein, puis petit à petit à s'y mettre. Mais ce que aujourd'hui, voilà, donc effectivement, nous, ça fait des années qu'on fait ça, mais on peut faire de l'écoute active, ça peut être juste à prendre 2 secondes une petite phrase. Ouh là là, je te sens énervé, j'ai l'impression que ça va pas. Pouf. Ou alors, oui, juste faire le reflet. Même, on peut faire de l'écoute active sur un enfant très joyeux. Oh, je te vois tout joyeux, là, tu es en train de faire un jeu, j'ai l'impression que tu t'éclates. Voilà. Et ça, c'est pas. Voilà, ça peut être très léger. C'est ça que je voulais dire aussi. Hein. oui, C'est pas oui, forcément oui. pour Et pas même rebuter d'avance les parents qui voudraient s'y mettre. c'est même très apaisant. Moi, je fais la promo de l'écoute active, mais moi, je trouve ça très apaisant aussi, à force, de pas avoir cette charge un peu sur nos épaules de parents, de se dire on doit trouver la solution à Mhm. tout, on est un super parent. Donc, à force, pour moi, c'est vraiment plutôt reposant de pouvoir dire ok, je suis là, je facilite les choses et je peux être aidante, mais je n'ai qu'à finalement refléter et c'est très apaisant en fait. C'est aussi une décharge mentale pour moi. Ça me fait penser aux phases d'apprentissage. Hein. On dit au départ, on est incompétent, inconsciemment incompétent. Donc, bon. Ce qui est affreux, c'est quand on commence à s'y mettre et qu'on se rend compte de tout ce qu'on aimerait faire autrement et on n'arrive pas à le faire encore autrement. Donc là, on est consciemment incompétent. C'est la phase la plus énergivore et la plus Oui, inconfortable. Voilà. Après, on devient consciemment compétent. Donc là, oh, il arrive, alors de temps en temps. Et après, on devient inconsciemment compétent. oui, Donc là, on le fait sans réfléchir. Et là, c'est plus du tout énergivore. C'est le stade dont tu parles aussi, Gabriel, où c'est même, c'est ouais, cool. ouais. Ça Donc oui, déverse. bien, merci de préciser en effet. Oui, quand je parlais d'énergivore, c'est alors s'écouter hein, finalement aussi. Hein. C'est-à-dire que effectivement, si c'est trop contraignant, C'est ben, ça. peut-être qu'on a loupé des étapes en fait, et que peut-être qu'il faut revenir un peu sur plus de simplicité, comme vous l'évoquiez, avec ces petites phrases là, d'observation qui sont accessibles, disons. Et voilà, ah, ben, même, oh, j'ai l'impression que tu es joyeux.
Ouais, c'est ça. sans plus. Enfin voilà, ça suffit en fait. Du coup, j'observe quelque chose et j'ai l'impression, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'imposer ce qu'on croit ou quoi que ce soit. Après, il peut ajuster. L'enfant peut dire, bah non, en fait non, je suis pas très joyeux parce que, bref. Et là, on commence à discuter en fait. Et Voilà. Donc qui peut tout être ce... difficile, comme tu disais aussi, c'est qu'on a nos habitudes de langage. Donc, on propose même aux gens dans nos ateliers de commencer à observer les autres. Quand deux autres personnes interagissent, Oui, à quel moment ils ont employé les obstacles à la communication, à quel moment peut-être l'enfant venait juste dire son émotion et puis on a entendu un autre adulte lui donner une solution toute faite, le rassurer, euh, argumenter, le persuader par la logique, ouais. alors qu'on était dans l'émotionnel à ce moment-là. Donc déjà, observer ce qui se passe autour de nous, ça peut être une première Oui. étape. Se voir faire, franchement, se féliciter quand on y a Ouais. réussi, même si, voilà, ça ancre encore une fois se dire bravo, je l'ai réussi. Et puis, même se voir rater, être assez cool parce que franchement, c'est des petits grains de paix qu'on va venir mettre dans la relation. Ça va se refléter même au niveau sociétal. Et se dire Oui. que chaque fois qu'on réussit, c'est génial. Si on en faisait, si 10 fois sur 10, on avait nos habitudes de langage et qu'une fois sur 10, on a juste dit qu'est-ce qu'il me dit là, mon enfant, ici et maintenant. Je me connecte cœur à cœur, là, il ressent quoi? Et je voulais aussi dire que parfois, oui, parfois c'est très énergivore parce que nous-mêmes avons aussi un problème. Nous voulons faire de l'écoute, c'était pas le bon outil à ce moment-là. Et donc là, c'est un peu mettre les choses à Oui. l'envers en fait. Et là, ce serait se tromper et ce serait très énergivore et ce serait pas adapté parce que nous-mêmes, nous devrions plutôt nous exprimer sur nos besoins et pas faire de l'écoute. Et donc, il y a tout, on apprend dans les ateliers quelles sont les bonnes conditions d'une écoute. Et il y a bien sûr tout ce qu'on apprend à faire un peu dans le corps avec la voix, etc. Mais il y a d'abord les conditions, Hmm. les requis. Voilà. Je suis dans le Exactement. rouge, c'est pas le moment. Je peux pas écouter. Et Si je non, suis dans le rouge, je peux pas écouter. Voilà, exact. donc à prendre conscience. Est-ce que moi je suis dans le rouge? Ouais. Si là il est 8h29 et que tout le monde doit être devant les écoles, les collèges à 8h30 et qu'on n'a encore pas mis les chaussures, c'est pas du tout le moment d'écouter ni l'enfant qui veut pas mettre ce manteau, ni. Et on pourra plus tard faire de l'écoute en différent, en disant qu'est-ce qui a coincé, revenir sur la situation. Là, c'est le moment d'avoir son rôle de parent et de dire là, hop, tout le monde rentre dans la voiture ou tout le monde. Voilà, et d'être non agressif, mais un peu cadrant, forcément, parce que sinon, ça va être énergivore, on va se planter, on va se dire, oh bah finalement, ça marche pas à l'écoute. Mais c'est parce que c'était pas le bon outil, c'est comme prendre un marteau pour visser une vis, quoi, voilà. Oui. Parfait, bah merci beaucoup à toutes les deux. On va mettre fin à ce live. Merci Par beaucoup. rapport à l'approche Gordon, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va enchaîner donc avec un concours, avec un lot de 2 livres qui sera à gagner. Il y aura 5 gagnants, donc je posterai ça dans la journée. Et puis merci encore. J'espère que on a pu donner l'envie aux personnes de pouvoir ouvrir donc justement les livres de Thomas Gordon déjà pour se faire à cette approche. Qui est humaine, hein, puisque c'est un psychologue humaniste, hein, Thomas Gordon. Et n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires en dessous de ce live, on y répondra. Donc voilà, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce live. Merci à toutes les deux encore, et je vous dis Merci. à très bientôt. Bonne rentrée. Merci, au revoir. Au revoir.